Aux yeux de tous, Léo incarnait le fils parfait. Jusqu'à ce jour fatidique où, sans le moindre scrupule, il mit sa mère adoptive, Monique, à la porte de son appartement, au seul motif de son apparence démunie. Ce que personne ne savait, c'est que cette femme traitée avec dédain était secrètement à la tête d'une fortune considérable, un secret gardé pendant plus de 2 décennies. Exactement un mois plus tard, la révélation de cette vérité coûterait très cher à Léo. Ce fut le jour de sa déchéance, face à un héritage que sa mère avait si longtemps préservé et qui lui échappait désormais. Monique avait un passé que nul n'aurait pu soupçonner. Bien avant que le drame ne bouleverse sa vie, elle était l'épouse de Pierre, une figure influente du monde de l'immobilier, un homme dont chaque initiative était scrutée par le marché tout entier. Leur couple était propriétaire de projets immobiliers prestigieux, allant d'une somptueuse propriété en bord de Loire à un ensemble d'immeubles de luxe au cœur d'une grande métropole française, Lyon. Leur existence était l'incarnation du rêve pour d'innombrables familles, des voitures haut de gamme, une demeure de plus de 300 mètres carrés au décor raffiné, par-dessus tout, un foyer uni et heureux avec leur fils, Lucas, un enfant éveillé et brillant. Hélas, le bonheur est souvent éphémère. Lors d'un déplacement professionnel à l'étranger, Pierre décida d'emmener Lucas pour partager un moment privilégié. L'avion décolla dans une atmosphère de fête, car leur retour était prévu pour coïncider avec l'anniversaire de Monique. Attentionnée, elle avait même glissé une chemise neuve dans les bagages de son mari, en lui recommandant de veiller sur lui. Qui aurait pu prédire que ce serait leur dernier adieu? L'appareil s'écrasa au milieu de l'océan. Les bulletins d'information, diffusés heure par heure, laissaient Monique s'accrocher à un espoir de plus en plus ténu. Finalement, le verdict tomba, implacable, aucun survivant. En un seul instant, tout son univers bascula. Le chagrin de perdre son mari était déjà une épreuve insurmontable, mais la disparition de Lucas, son unique enfant, la laissa dans un abîme de désespoir. Durant les semaines qui suivirent, elle frôla l'effondrement total. Les nuits étaient interminables, et leur magnifique propriété devint une prison de souvenirs, chaque objet ravivant une douleur insupportable. Chaque pièce de la maison évoquait la présence de Lucas, sa petite voiture téléguidée, à peine utilisée, le bureau dont le bois exhalait encore une odeur neuve. La photographie d'eux, affichant un sourire éclatant, trônait sur sa table de chevet. Elle se mit à redouter cette demeure qui avait été son cocon. Passer devant la chambre de Lucas était une torture, ses genoux flageolaient. Elle ne pouvait plus soutenir le regard pur de son fils sur la photo, ni le silence qui avait remplacé ses joyeux « maman ». Elle se coupa du monde, évitant ses amis, refusant tout réconfort. La vie avait perdu tout son sens, chaque inspiration était une épreuve. Une partie d'elle aspirait à fuir cette ville, à échapper à ses rues et à ses lieux imprégnés de souvenirs heureux. Mais une autre partie d'elle se devait de rester pour honorer la mémoire de son mari et gérer son héritage. Cet héritage était colossal, actions de société, propriété foncière, projets en développement, et des millions d'euros en banque. Son entourage professionnel et amical observait ses moindres faits et gestes. Contre toute attente, au lieu de s'imposer et de prendre le contrôle de l'empire, Monique prit une décision surprenante. Elle ordonna la clôture de tous les comptes, confia la gestion des actifs à son notaire, gela les investissements et démissionna de toutes ses fonctions. Sa seule explication fut « Il faut que je parte ». Nul ne comprit ses motivations profondes. On pensa qu'elle était accablée par la peine, en quête de solitude. Seule elle savait que rester ne ferait qu'aggraver ses plaies. Cette ville opulente était un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Un matin d'automne, elle prépara une petite valise, emportant le strict nécessaire, et quitta la propriété. Le grand portail se referma derrière elle, tirant un trait définitif sur son passé. Elle trouva refuge dans un petit village pittoresque de Normandie, un lieu où son nom n'évoquait rien. Elle s'installa dans un modeste gîte rural, menant une vie d'une telle simplicité que les villageois la considérèrent comme une simple veuve. Personne n'imaginait que sous ses habits modestes et son air réservé se cachait l'une des femmes les plus riches du pays. Monique décida de ne vivre que des intérêts minimes de ses placements, juste de quoi subvenir à ses besoins élémentaires. Elle ne voulait pas toucher à sa fortune, car elle était indissociable du souvenir de son mari et de son fils. Elle aspirait à une vie anonyme, loin des responsabilités et du regard des autres, qu'ils soient apitoyés ou curieux. C'était sa seule condition pour survivre. Le temps s'écoula, sans apaiser sa douleur, mais elle apprit à coexister avec elle. Monique s'imaginait finir ses jours ainsi, seule, sans attache. Mais le destin en décida autrement.
par une nuit de pluie battante, elle découvrit un nourrisson abandonné sur le parvis de l'église du village. Ce moment allait bouleverser son existence qu'elle pensait tracée. En quittant la ville pour une vie d'anonymat en Normandie, Monique était convaincue que le reste de sa vie serait marqué par la solitude. Les premiers temps furent difficiles. Se lever aux aurores, balayer la cour, cuisiner au feu de bois, marcher de longues distances pour quelques courses, tout cela était nouveau pour elle. Mais cette nouvelle routine, aussi austère soit-elle, l'éloignait des souvenirs d'un passé luxueux et tragique. Progressivement, une forme de sérénité s'installa en elle. Le chant du coq le matin, la vue des enfants jouant sur le chemin en fin de journée. Ces plaisirs simples ne guérissaient pas sa blessure, mais ils lui donnaient une raison de continuer. Les habitants du village s'habituèrent à cette femme discrète et douce, à la silhouette fine et au regard d'une tranquillité déconcertante. On la surnommait Monique du Gîte. Personne ne pouvait deviner son passé de femme d'affaires ou l'étendue de sa fortune. La voir se déplacer dans sa vieille 2CV pour se rendre au marché contrastait violemment avec son ancienne vie de luxe et de réception mondaine. Mais cette différence était libératrice. Loin des comparaisons et de la pitié, elle se sentait enfin elle-même. Ici, elle était une femme comme les autres, et ce sentiment était plus précieux que tout. Malgré sa richesse, elle s'en tenait à une vie frugale, ne retirant chaque mois qu'une somme infime pour ses dépenses. Pour compléter ses revenus, elle acceptait de petits boulots au bistrot du coin, comme faire la plonge ou préparer les légumes. Elle aurait pu vivre dans l'opulence, mais savait que cela n'allégerait pas son cœur. Cette vie simple, sans pression ni faux semblant, lui paraissait plus authentique. Cependant, les souvenirs de sa famille la hantaient toujours. Les soirs de solitude, elle ouvrait une vieille malle où elle conservait quelques trésors de Lucas, une chemisette, quelques jouets, une photo. En caressant l'image de son fils, le passé semblait si proche. Elle était résolue à vivre seule, à condition de ne pas rouvrir ses blessures. Mais le destin est imprévisible. Une nuit, une tempête éclata. Alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, un cri de bébé, faible et tremblant, parvint à ses oreilles. Bravant la pluie et le vent, elle sortit et découvrit un couffin sur les marches de l'église. À l'intérieur, un nouveau-né, frigorifié, luttait pour respirer. À côté de lui, un mot griffonné, « Je ne peux pas m'en occuper ». Monique resta figée, le cœur battant à tout rompre. Ce petit être vulnérable lui rappela si vivement la naissance de Lucas. Un flot d'émotions la submergea. Ce n'était pas de la douleur, mais un instinct protecteur qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Elle prit le bébé dans ses bras, le serrant contre elle. L'enfant se calma, cherchant sa chaleur. Ce contact fragile fit fondre la glace qui emprisonnait son cœur. Elle sut que sa vie venait de prendre un nouveau tournant. De retour au gîte, elle s'occupa du bébé avec des gestes qu'elle n'avait pas oubliés. Chaque soin, chaque pleur, ravivait en elle l'instinct maternel. Ce n'était pas un remplacement, mais une renaissance de l'amour qu'elle portait en elle. Le lendemain, elle raconta son histoire au curé. Il lui expliqua que l'enfant serait confié aux services sociaux. À cette idée, Monique sentit son cœur se contracter. Elle avait déjà perdu un enfant, elle ne pouvait pas en abandonner un autre. Lorsque le curé lui suggéra de l'adopter, elle accepta sans hésiter. C'était une décision impulsive, mais en regardant le visage paisible du bébé, elle sut qu'elle était juste. Sa vie, jusqu'alors figée, reprit son cours. Elle appela l'enfant Léo, un nom synonyme de courage. En grandissant dans l'amour de Monique, Léo lui redonna le goût de vivre, une joie qu'elle pensait éteinte pour toujours. En adoptant ce nourrisson trouvé sur le parvis de l'église, Monique ne mesurait pas l'ampleur du changement qui allait s'opérer en elle. Elle pensait offrir un simple refuge, mais découvrit un attachement profond et inattendu. Le petit Léo, avec ses grands yeux noirs, devint son univers. Les nuits de fièvre, elle le veillait, oubliant son propre passé, sa fortune, sa douleur. Seul comptait cet enfant, symbole d'un nouvel espoir. Léo grandit dans ce gîte humble mais rempli d'amour. La pauvreté matérielle était compensée par une richesse affective immense. Monique travaillait sans relâche au bistrot pour subvenir à leurs besoins, mais la perspective de retrouver son fils à la sortie de l'école suffisait à lui donner du courage. Léo était un enfant exemplaire, plus mature et intelligent que les autres enfants de son âge. Il ne demandait rien, se contentant de la présence de sa mère. Monique était touchée par sa simplicité, par la façon dont il se blottissait contre elle,
par la joie qu'il exprimait pour un simple cadeau. Parfois, en le regardant, elle revoyait Lucas. Mais elle chassait cette pensée, aimant Léo pour lui-même, reconnaissante de cette seconde chance d'aimer. Les jeux de Léo dans la cour du village étaient une source de joie pour tout le voisinage. Les gens disaient que Monique était une femme chanceuse, ignorant que c'était cet enfant qui l'avait sauvée du désespoir. Elle lui inculqua des valeurs de bonté et de partage, qu'il mit en pratique naturellement. Voir cet enfant, né de l'abandon et de la pauvreté, grandir avec un cœur aussi généreux était une source d'émerveillement pour Monique. Leur quotidien était fait de petits riens qui constituaient leur bonheur, les trajets à l'école, les dîners partagés, les soirées à faire les devoirs ou à coudre. Chaque instant était empreint de sérénité et d'authenticité. À l'école, Léo se distingua par sa vivacité d'esprit et son comportement exemplaire. Il était prévenant envers sa mère, la réconfortant dans ses moments de tristesse avec une maturité touchante. Ces simples mots, « mais tu m'as, maman », avaient le pouvoir de la faire pleurer d'émotion. Elle était fière de l'homme qu'il devenait. Pour lui offrir le meilleur avenir possible, elle économisait sur tout, sauf sur son éducation et son bien-être. Elle ne touchait jamais à sa fortune, mais n'hésitait pas à dépenser ses maigres gains pour lui. Son dévouement était total. Les voisins, témoins de cette relation fusionnelle, commencèrent à percevoir que Monique n'était pas une femme ordinaire. Sa distinction naturelle, l'éducation de Léo, tout laissait deviner un passé différent. Mais elle restait discrète, se contentant de dire qu'elle aspirait à une vie tranquille. Les années passèrent. Léo, devenu un adolescent brillant, fut admis dans un prestigieux lycée régional. Le jour de la nouvelle, Monique le serra dans ses bras, consciente du lien indestructible qui les unissait, plus fort que les liens du sang. Pour Léo, elle était sa seule et unique mère. Son professeur principal confia un jour à Monique que Léo était la preuve vivante que la grandeur d'âme ne dépendait pas du milieu social, mais de l'amour reçu. C'est pourtant à cette période que les prémices d'un changement s'annoncèrent. L'univers simple qui avait forgé le caractère de Léo allait s'ouvrir sur un monde nouveau, plein de promesses, mais aussi de dangers. L'enfant abandonné sous la pluie était sur le point de prendre un chemin qui l'éloignerait de celle qui l'avait sauvé. Quand Léo devint un jeune homme, il était la fierté de son village et l'accomplissement de tous les espoirs de Monique. Des années de sacrifices et de nuits blanches avaient porté leurs fruits, il fut accepté dans une faculté de médecine renommée à Paris, un rêve inaccessible pour beaucoup. Le jour de son admission, Monique pleura de joie et de soulagement. Léo n'était plus seulement l'enfant qu'elle avait recueilli, il était le fils que la Providence lui avait offert. Les premiers temps de son absence furent difficiles. Le gîte semblait vide et silencieux. Mais Monique transforma son chagrin en énergie. Elle multiplia les petits boulots pour lui envoyer de l'argent, lui assurant au téléphone que tout allait pour le mieux, cachant sa fatigue et ses mains abîmées par le travail. Pour elle, sa réussite justifiait tous les sacrifices. À Paris, Léo s'épanouit. Son sérieux et sa détermination lui valurent le respect de ses pairs et de ses professeurs. Il n'oubliait pas d'où il venait et travaillait d'arrache-pied pour honorer la confiance de sa mère. C'est dans ce milieu stimulant qu'il rencontra Chloé, une étudiante issue d'un milieu privilégié, belle et pleine de vie. Elle incarnait un monde de luxe et d'aisance que Léo n'avait jamais connu. Il fut fasciné, et elle, séduite par son intelligence et sa force tranquille. Ils devinrent rapidement un couple envié. Monique fut heureuse pour son fils, espérant simplement que Chloé serait une bonne compagne pour lui. Cependant, une légère angoisse la taraudait face à leurs différences sociales. Elle choisit de faire confiance à leur amour. La première visite de Chloé au village fut un moment charnière. Monique avait tout préparé avec soin pour faire bonne impression. Mais dès son arrivée, le malaise de Chloé fut palpable. Son regard critique balaya la modeste demeure, s'attardant sur les vêtements simples de Monique. Malgré l'accueil chaleureux, son attitude resta distante. Monique perçut ce malaise, mais ne laissa rien paraître. Après cette visite, Chloé changea. Elle évita le sujet des visites familiales et commença à présenter Léo comme un homme au passé, complexe. L'amour de Léo pour elle était si fort qu'il commença à adopter son point de vue. Il se mit à taire ses origines, à dissimuler les difficultés de sa famille, développant un sentiment de honte. Ces petits changements, au départ anodins, prirent de l'ampleur. Après leurs études, Chloé pressa Léo de se marier. Sa famille accepta, non sans que sa mère ait posé à Léo des questions sur ses origines qui le mirent mal à l'aise.
L'amour pour Chloé et le désir de lui offrir une belle vie le poussèrent à occulter une partie de lui-même. Il oublia la fierté que sa mère avait toujours eue pour lui, quelles que soient leurs conditions. Une fois la demande en mariage faite, Léo fut happé par un nouveau monde, celui de sa belle famille, fait de luxe et de conventions sociales. Il s'éloigna encore plus de Monique, ses visites se raréfiant au profit d'appels téléphoniques brefs et impersonnels. Monique sentait la distance s'installer, mais l'attribuait à ses nouvelles responsabilités. Le jour du mariage, elle observa de loin son fils, souriant aux côtés de Chloé, sans se douter que ce moment marquait le début d'un éloignement encore plus profond, un fossé qui semblerait bientôt infranchissable. Après s'être mariés, Léo et Chloé s'installèrent dans un bel appartement en ville, une acquisition facilitée par la famille de Chloé. Léo découvrit un style de vie fait de dîners mondains et de soirées élégantes, un univers auquel il s'efforça de s'adapter par amour. Chloé, soucieuse de son image, le façonna à sa convenance, corrigeant ses manières, choisissant ses vêtements. Léo, au début reconnaissant, finit par ressentir un profond complexe d'infériorité, qui rejaillit sur sa perception de sa mère. Les visites à Monique devinrent de plus en plus rares. La première fois qu'ils y retournèrent après le mariage, l'attitude de Chloé fut glaciale. Elle ne cacha pas son dégoût pour la simplicité du gîte et toucha à peine au repas que Monique avait préparé avec amour. Léo, tiraillé, ne sut comment réagir. Sur le chemin du retour, Chloé lui fit comprendre qu'elle ne supportait pas cet environnement. C'est à ce moment que la première fissure apparut dans le cœur de Léo. L'influence de Chloé se fit de plus en plus pesante. Ses allusions constantes à leur différence de statut, ses projets d'avenir excluant la présence de sa belle-mère, ses remarques désobligeantes, tout contribuait à miner Léo. Elle suggéra même de placer Monique en maison de retraite, une idée qui le révolta, mais qu'il n'osa pas contredire. La graine de l'égoïsme, semée par Chloé, commençait à germer. Monique, de son côté, continuait sa vie humblement, acceptant les excuses de son fils sans jamais se plaindre. Sa compréhension ne faisait qu'accentuer le malaise de Léo. Les appels devinrent des formalités expédiées à la hâte. Il ignorait la solitude de sa mère, sa tristesse silencieuse. Parfois, la nostalgie de son enfance simple et heureuse le submergeait. Mais la peur de déplaire à Chloé, de briser l'image qu'il s'était construite, était plus forte. Il laissa l'amour pour sa mère s'étioler, sans en avoir conscience. Chloé, de plus en plus possessive, s'opposa même à ce que Léo envoie de l'argent à sa mère, la considérant comme une charge. Ces questions insidieuses culpabilisaient Léo, qui finissait toujours par céder. Le couple se laissa absorber par leurs carrières respectives, oubliant peu à peu l'existence de cette femme qui attendait, seule, un signe de son fils. Monique, elle, continuait de vivre dans le souvenir et l'amour, se persuadant que le bonheur de son fils était tout ce qui comptait. Elle ne savait pas que le fossé qui se creusait entre eux allait bientôt devenir un abîme, les menant droit vers une tragédie annoncée, née de l'indifférence et de l'ingratitude. L'intégration de Léo dans le monde de Chloé l'avait coupé de ses racines, mais ce n'était que le commencement. Le mépris de Chloé pour sa belle-mère et les origines de Léo devint de plus en plus manifeste. Ses remarques dédaigneuses, ses soupirs d'exaspération, chaque geste traduisait son dédain. Léo, pour préserver la paix, choisissait de ne rien voir, de ne rien dire. Son silence fut interprété comme un assentiment par Chloé, qui se permit de plus en plus de liberté. La fois où Léo voulut envoyer de l'argent pour la réparation du toit du gîte, la réaction de Chloé fut violente. Elle ne peut pas se débrouiller seule? Je ne vais pas l'entretenir. Léo, blessé et honteux, renonça. Monique dut se contenter d'une réparation de fortune, minimisant le problème pour ne pas inquiéter son fils. Le style de vie luxueux de Chloé finit par déteindre sur Léo. Il se mit à voir le gîte, les vêtements usés de sa mère, sa vie simple, avec les yeux de sa femme. La fierté qu'il éprouvait autrefois se transforma en honte. La peur du jugement de Chloé et de son entourage le poussa à renier une partie de lui-même. Chloé, façonnée par une éducation privilégiée, était incapable de comprendre le concept de sacrifice. Pour elle, la vie était une succession de plaisirs matériels, dans laquelle la pauvreté et le dévouement d'une mère n'avaient pas leur place. L'appel de Monique annonçant sa visite fut le catalyseur du drame. Léo, bien qu'hésitant, accepta. Mais Chloé entra dans une colère froide. Qu'elle ne vienne pas. Imagine si nos amis la voient. Elle lui rappela son dégoût pour le milieu modeste de sa mère, son refus de voir sa propre vie, contaminée. Léo tenta de la raisonner, en vain.
Pris en étau, il choisit la lâcheté. Il rappela sa mère, prétextant un empêchement. Chaque mot fut une torture pour Monique. Elle comprit que son fils avait honte d'elle. Elle dissimula sa peine, mais son cœur était brisé. Après cet épisode, elle ne proposa plus jamais de venir. Elle avait compris que sa présence n'était plus désirée. Chloé, de son côté, fit de l'évitement de sa belle-mère une stratégie. Elle multiplia les prétextes pour empêcher Léo de se rendre au village, l'entraînant dans un tourbillon de sorties et de voyages. Léo, par faiblesse, se laissa faire. Monique sentit son fils lui échapper. Les repas solitaires, les fêtes de fin d'année sans lui, les anniversaires oubliés, tout confirmait son abandon. Elle ne se plaignait pas, se contentant de prier pour son bonheur. Mais la nuit, la solitude et le chagrin la submergeaient. La froideur de Léo et le mépris de Chloé avaient préparé le terrain pour une confrontation inévitable, un moment où la patience de Monique atteindrait ses limites et où la conscience de Léo serait mise à l'épreuve de la plus brutale des manières. Le temps qui s'écoulait ne faisait qu'aggraver le mépris de Chloé envers Monique. Ce n'était plus de l'agacement, mais un dédain affiché, perceptible dans chaque regard, chaque intonation. Le plus terrible pour Monique était de voir son fils cautionner cette attitude par son silence. Il ne la défendait plus, détournant les yeux pour fuir une réalité trop pénible. Elle souffrait, mais se taisait, se persuadant que c'était pour le bien de son fils. La visite du couple, après des mois d'absence, fut une nouvelle épreuve. Monique avait mis tout son cœur à préparer leur plat préféré, un pot-au-feu savoureux et des crêpes légères. Mais dès leur arrivée, le visage de Chloé se ferma. L'odeur de la cuisine au feu de bois, la simplicité du lieu, tout l'indisposait. Elle mangea à peine, répondant aux questions de Monique par des monosyllabes. Léo, mal à l'aise, tentait de meubler le silence. Après leur départ, Monique, seule devant son évier, sentit le poids de la tristesse l'écraser. Les visites devinrent une corvée que Chloé cherchait à éviter par tous les moyens. Léo, pris au piège, finissait par céder, s'éloignant un peu plus de sa mère à chaque renoncement. Un soir, un appel de Monique fut brutalement interrompu par Chloé, exaspérée. Léo obéit, laissant sa mère seule avec ses mots en suspens. Monique comprit le dilemme de son fils, mais cela ne diminuait pas sa peine. Chloé ne se privait pas de rappeler à Léo son statut social inférieur, le blessant profondément. Ses attaques, Léo les encaissait en silence, mais elle le poussait à se détacher de sa mère pour se protéger. Quand Monique tomba malade, elle ne prévint pas son fils, ne voulant pas le déranger. Ce fut un voisin qui, plus tard, raconta la gravité de son état. Léo, lui, se contentait des assurances de sa mère au téléphone. Il ne voyait plus ses sacrifices, sa solitude, sa peine. Monique, malgré tout, restait bienveillante, ne se plaignant jamais. Mais le mépris de Chloé, comme un poison, se répandait dans leur foyer, contaminant leurs relations et préparant le terrain pour la catastrophe à venir. Chloé ne voyait plus seulement Monique comme une femme issue d'un milieu inférieur, mais comme un véritable obstacle à ses ambitions. Et Léo, aveuglé, ne réalisait pas qu'il était complice de l'exclusion de sa propre mère. Le jour où Monique décida de se rendre à Lyon, le temps était gris, comme un présage. Souffrante, elle avait tout de même pris le car, emportant avec elle quelques spécialités pour son fils, l'espoir de le voir suffisant à lui donner des forces. Devant l'immeuble, une appréhension l'envahit, mais l'amour maternel fut plus fort. Elle sonna. Ce fut Chloé qui ouvrit. Son visage se durcit en voyant sa belle-mère, fatiguée, les vêtements humides. Son regard dédaigneux balaya le sac de provisions. « Laissez ça là, on ne mange pas ces choses, dit-elle froidement. Léo apparut, surpris. Il voulut prendre le sac, mais Chloé le retint. « Maman, on est très occupé, dit-il, embarrassé. » Monique expliqua qu'elle était malade et espérait rester quelques jours. Chloé l'interrompit sèchement. « Impossible, nous avons des invités. Et l'appartement est trop petit. » Léo, pris au piège, prononça la phrase fatale, « Rentre te reposer à la campagne, maman. Je viendrai te voir. » Le monde de Monique s'effondra. Son propre fils la mettait à la porte. Elle réussit à esquisser un sourire. « D'accord, je rentre. » Sa voix était à peine audible. Voyant son état, Léo suggéra qu'elle entre boire quelque chose, mais un geste de Chloé suffit à le faire taire. Monique comprit. Elle recula,
le cœur en miettes. « Je m'en vais », murmura-t-elle avant de tourner les talons. Dans l'ascenseur, sa toux résonnait, mais la douleur qui l'étouffait venait d'ailleurs. Les souvenirs de toute une vie de dévouement la submergèrent. Dehors, elle erra un moment avant de trouver un taxi. Un voisin la vit rentrer, le visage défait, mais elle se força à sourire, disant que son fils était très occupé. Pendant ce temps, Chloé disait à Léo, « Je ne veux plus jamais de ça. Son mode de vie est incompatible avec le nôtre. » Léo, la tête basse, ne dit rien. Il pensait que sa mère oublierait. Il avait tort. Cette nuit-là, Monique, seule et fiévreuse, prit une décision. Elle n'en voulait pas à son fils, mais elle savait qu'elle n'avait plus sa place dans sa vie. Le lendemain, elle quitta le gîte pour toujours, disant simplement à ses voisins qu'elle avait besoin de changement. Personne ne se doutait qu'elle partait commencer une nouvelle vie, une vie qui allait tous les surprendre. En quittant le gîte, Monique ne retourna pas dans son passé. Elle prit un car pour une ville inconnue, laissant derrière elle les souvenirs et la douleur. Après un long voyage, elle arriva dans une métropole anonyme. Libérée du regard des autres, elle se sentit renaître. Elle s'installa dans un petit appartement, le temps de se rétablir et de réfléchir à son avenir. Elle lut les messages de Léo, des demandes de nouvelles sans une once de remords. Elle comprit qu'il cherchait à apaiser sa conscience, pas à se soucier d'elle. Elle ignora ces messages. Un jour, en se promenant, elle se sentit enfin libre. Elle décida de vivre pour elle-même. Elle se rendit dans une grande banque et présenta les documents de sa fortune cachée. L'employé fut abasourdi. « Je n'en avais pas besoin avant », expliqua-t-elle simplement. Elle réactiva ses comptes, contacta ses avocats et reprit le contrôle de son empire. Quelques jours plus tard, elle emménageait dans un appartement de luxe, non par ostentation, mais pour s'offrir le confort et la sécurité qu'elle méritait. Devant la vue panoramique de son nouveau chez-soi, elle se sentit enfin en paix. Elle adopta une nouvelle routine, faite de sport, de lecture et de visite de ses anciennes propriétés. Elle restait simple, malgré sa richesse. Léo, ignorant tout, continuait sa vie, se promettant de rendre visite à sa mère un jour. Mais Monique avait cessé d'attendre. Elle aimait toujours son fils, mais ne plaçait plus aucun espoir en lui. Elle avait choisi de se retirer de sa vie pour se reconstruire, dans un monde où elle était la seule à décider de son destin. Pendant que Monique se réinventait, Léo et Chloé vivaient dans l'ignorance. Chloé, cependant, avait un plan, faire vendre la propriété de Monique pour financer ses propres ambitions. Elle avait découvert la valeur réelle du bien et était déterminée à mettre la main dessus. Elle manipula Léo, le convainquant que c'était pour le bien de sa mère. Ils se rendirent au gîte, mais le trouvèrent vide. Les voisins ne savaient rien. Léo, inquiet, tenta de joindre sa mère, en vain. Chloé, impatiente, pressa Léo de la retrouver. Il se laissa convaincre, cherchant sa mère sans relâche. Chloé, de son côté, mena des démarches auprès de l'office notarial, confirmant que Monique était toujours propriétaire. Sa détermination n'en fut que renforcée. Léo, lui, commençait à ressentir une véritable angoisse. Il ne réalisait pas que son propre rejet était la cause de cette disparition. Quelques mois plus tard, Chloé découvrit que la propriété était désormais sous haute surveillance. Furieuse, elle crut à une manœuvre frauduleuse. En enquêtant, elle fit une découverte qui la stupéfia, la propriétaire, cette femme qu'elle méprisait, était à la tête d'une fortune colossale. Ce n'était que le début du choc qui allait bouleverser leur existence. L'enquête de Chloé pour retrouver Monique la mena à une révélation fracassante. En cherchant à identifier qui avait sécurisé la propriété, elle tomba sur le nom de jeune fille de Monique, associée à des actifs financiers et immobiliers d'une valeur astronomique. La liste des biens la laissa pantoise. « C'est impossible !» s'exclama-t-elle. Mais les preuves étaient irréfutables. Monique avait repris le contrôle de sa fortune. La peur et la cupidité s'emparèrent de Chloé. Elle se rendit à l'adresse de l'appartement de luxe, mais se vit refuser l'entrée. De retour chez elle, furieuse, elle révéla tout à Léo. « Ta mère est richissime. » Léo, incrédule, dut se rendre à l'évidence devant les documents. Le choc fut brutal. Le souvenir de sa mère, vivant dans la misère, et de son propre comportement indigne, le submergea de honte et de remords. « Pourquoi ?» se demanda-t-il.
Pendant que Léo était anéanti, Chloé ne voyait que l'opportunité. Tu es son héritier, Léo. Tais-toi. C'est son argent. C'est notre avenir. Léo était perdu. La honte de la pauvreté de sa mère se transforma en une douleur encore plus grande, celle d'avoir perdu son amour. Chloé continua à le manipuler. Léo, désespéré, tenta de contacter sa mère, mais toutes les portes se fermèrent. Il ignorait que Monique avait donné des ordres stricts. Les nuits de Léo devinrent un cauchemar, hanté par le souvenir de son ingratitude. Chloé, elle, ne pensait qu'à s'approprier la fortune. Elle contacta l'avocat de Monique, mais se heurta à un mur. Monique, informée, resta sereine. Elle avait tout prévu. Tandis que Chloé s'enfonçait dans sa cupidité, Léo sombrait dans la culpabilité. La vérité la plus cruelle était que Monique ne voulait plus d'eux dans sa vie. La prochaine rencontre serait une confrontation, non une réunion de famille. L'annonce de la fortune de sa mère plongea Léo dans un profond désarroi. Le soir, il retardait le moment de rentrer, fuyant Chloé et ses plans cupides, mais surtout, se fuyant lui-même. Le souvenir de sa mère, chassé, le torturait. Il avait cru son pardon acquis, mais son départ lui prouvait le contraire. Il appelait son ancien numéro, en vain. Personne ne savait où elle était. Il se moquait de l'argent, il voulait juste savoir si elle allait bien. Chloé, elle, ne démordait pas. Tu as des droits, Léo. Ces paroles le révoltaient. Il savait que sa mère n'aurait jamais voulu d'une telle querelle. La remarque de Chloé sur l'héritage fut la goutte d'eau. Tais-toi, cria-t-il, pour la première fois. Il la regarda avec une lucidité nouvelle, voyant en elle non plus la femme qu'il aimait, mais une calculatrice avide. Il se rendit à l'ancienne propriété, espérant y trouver sa mère. Mais la grille était fermée, gardée. Son appel resta sans réponse. Il comprit qu'elle l'évitait. De retour chez lui, il fut submergé par les souvenirs de son dévouement. Chloé, de son côté, tenta de forcer la main de l'avocat de Monique, sans succès. Celui-ci, fidèle à sa cliente, la renvoya. Monique, informée, ne fut pas surprise. Elle attendait de voir si Léo trouverait en lui la force de se libérer de l'emprise de sa femme. Les semaines passèrent. Léo était au bord de la dépression. Son travail s'en ressentait. Chloé, voyant qu'il ne coopérait pas, devint de plus en plus agressive. Leur mariage était au point de rupture. Léo sentit qu'il devait retrouver sa mère, coûte que coûte. Il ignorait que Monique suivait ses efforts de loin. Elle entendait la détresse dans ses messages vocaux, mais restait silencieuse. Ce n'était pas de la cruauté, mais une épreuve. S'il veut vraiment me retrouver, il y parviendra, se dit-elle. L'ultime confrontation approchait. L'obsession de retrouver sa mère consumait Léo. Il était hanté par la culpabilité. Un soir, il retourna à l'église de son enfance. Les paroles apaisantes du curé lui redonnèrent un peu d'espoir. Il pria, demandant une seconde chance. Il décida de prendre congé pour se consacrer à ses recherches. Il voyagea, interrogeant en vain. Il apprit seulement que sa mère était malade avant de partir, ce qui accrut son remords. Chloé, se sentant délaissée, devint agressive. « Qu'a-t-elle fait pour toi ?» Cette question blessa Léo au plus profond de son être. « Ne parle plus jamais d'elle comme ça », répondit-il avant de quitter l'appartement. Il comprit l'étendue de ses erreurs. Un soir, un collègue lui apprit que la propriété de sa mère était en cours de sécurisation juridique. C'était la preuve qu'elle allait bien. Il se rendit à l'adresse de l'appartement de luxe. Le concierge lui refusa l'entrée. « Vous arrivez trop tard. » Léo fut anéanti. Il revint chaque jour, attendant des heures. Le concierge, pris de pitié, lui conseillait de renoncer. Léo persistait. Monique était au courant. Elle n'était pas insensible, mais elle attendait qu'il ait tiré la leçon de ses erreurs. Son obstination mit son mariage à rude épreuve. Chloé, ne comprenant pas sa démarche, devint odieuse. Léo prit ses distances, réalisant quelle était la source de son malheur. Son seul but était désormais d'obtenir le pardon de sa mère. Il savait qu'il devrait attendre, mais il était prêt. Le destin allait bientôt provoquer la rencontre qui scellerait leur avenir.
L'attente de Léo était devenue un rituel, une pénitence. Chaque jour, il se postait dans le hall de l'immeuble, espérant un signe. Un après-midi pluvieux, alors qu'il était accablé par la fatigue et le désespoir, une voiture noire s'arrêta. Monique en descendit, transformée. Élégante, sereine, elle dégageait une autorité nouvelle. Léo fut foudroyé. « Maman » murmura-t-il. Elle le vit. Son calme le désarma. Il s'approcha, balbutiant des excuses. Elle le laissa parler, puis demanda, d'une voix neutre, « Que fais-tu ici ?» Il tenta de lui expliquer son remords. « T'inquiètes-tu pour moi, ou pour autre chose ?» La question le transperça. Il jura que l'argent n'avait rien à voir, qu'il voulait seulement son pardon. Elle lui avoua qu'elle savait pour ses visites. Une blessure a besoin de temps. « Donne-moi une chance » supplia-t-il. Elle le regarda intensément. « Serais-tu capable de me protéger, maintenant ?» Il affirma que oui, avec une conviction nouvelle. « Alors, je te donnerai une chance, dit-elle. Mais pas tout de suite. Règle d'abord ta vie. Prouve que tu es devenu un homme. » Elle lui tourna le dos, lui conseillant de rentrer se mettre à l'abri. C'était un refus, mais un refus empreint d'une promesse. Léo la regarda s'éloigner, des larmes de douleur et d'espoir coulant sur son visage. Il avait une chance. Il allait la saisir. La rencontre avec sa mère fut un électrochoc pour Léo. Il rentra chez lui, déterminé à changer. Il confronta Chloé, qui l'accueillit avec ses reproches habituels. Mais Léo n'était plus le même. Il lui annonça calmement qu'il ne tolérerait plus son mépris pour sa mère. « J'ai été lâche, mais c'est fini. » Il refusa de discuter de l'argent, affirmant qu'il n'en voulait pas. « Je veux seulement son pardon. » Devant son ultimatum changer ou se séparer, Chloé fut déstabilisée. Elle tenta de le faire chanter avec l'argent, mais il resta inflexible. Quelques jours plus tard, il quitta l'appartement, s'installant à l'hôpital. Il se consacra à son travail, laissant chaque jour un message pour sa mère à la réception de son immeuble, lui racontant ses progrès. Monique lisait tout, un sourire triste aux lèvres. Son fils était en train de renaître. Chloé, réalisant qu'elle avait tout perdu, tenta de réclamer une part de la fortune, en vain. Léo, de son côté, se sentait de plus en plus en paix avec lui-même. Un jour, l'avocat de Monique lui remit une carte. Un seul mot, je t'attends là où tout a commencé. L'église du village. L'histoire de Léo et Monique est une fable moderne sur l'ingratitude et la rédemption. Elle nous rappelle que l'amour parental, que l'on croit éternel et inconditionnel, peut être brisé par la négligence et l'égoïsme. La première leçon est l'urgence d'aimer. Léo a attendu de perdre sa mère pour réaliser sa valeur. Il est un avertissement, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour chérir nos parents. La deuxième leçon est le danger de la cupidité. Chloé, aveuglée par l'argent, a détruit son couple et son humanité. Sa quête matérialiste l'a laissée seule et vide. La troisième leçon est la force tranquille de Monique. Son courage n'a pas été de supporter, mais de partir pour se sauver et donner à son fils une leçon de vie. L'amour, c'est aussi savoir s'éloigner pour permettre à l'autre de grandir. Une autre leçon est de se méfier des apparences. La simplicité de Monique cachait une richesse que Chloé n'a pas su voir. La vraie valeur d'un être est intérieure. Enfin, l'histoire de Léo est une ode à la seconde chance. Son repentir sincère et ses efforts pour changer lui ont permis de regagner l'amour de sa mère. La rédemption est possible pour qui a le courage d'affronter ses erreurs. C'est l'histoire d'une reconquête, celle de la dignité et de l'amour filial, un rappel que chaque parole, chaque geste envers nos parents, compte. Car effacer une larme que l'on a provoquée peut prendre toute une vie.